La plupart de ces points scintillants disséminés dans le firmament semblent hors d'atteinte. Pourtant, l'un d'eux, Bételgeuse, est une étoile si gigantesque et si proche que l'on peut l'observer à l'œil nu. Pour la repérer, commencez par identifier les 3 astres alignés de la ceinture d'Orion. L'étoile rougeâtre située sur la gauche est Bételgeuse. Elle figure parmi les plus brillantes visibles depuis la Terre et ne se trouve qu'à quelques 640 années-lumière. Bételgeuse appartenait à la catégorie des étoiles de type O à la teinte bleu-blanc, l'une des plus chaudes qui soit. Elle atteignait alors des températures avoisinant les 50 000 degrés Celsius. Mais cette époque est révolue, désormais vieillissante. Elle s'est refroidie pour culminer à une température de seulement 3200 degrés Celsius. Un pause de 3 secondes. Les étoiles bleu-blanc sont d'une masse colossale et brillant d'un éclat saisissant, grâce à l'abondance de leur hydrogène. Toutefois, cette splendeur a un prix. Elles consument leur carburant à un rythme effréné. Et, en prenant de l'âge, elles évoluent naturellement en géantes rouges. C'est précisément ce qui est arrivé à Bételgeuse. Ayant épuisé son hydrogène, elle a commencé à brûler de l'hélium. Cela a provoqué le gonflement spectaculaire de ses couches externes, à la manière d'un ballon, la transformant en supergéante rouge et la propulsant parmi les plus grandes étoiles recensées. Elle atteint à présent un diamètre de plus d'1,13 milliard de kilomètres. À ce stade, elle est environ 1000 fois plus volumineuse que notre Soleil. Si Bételgeuse venait à le remplacer, elle engloutirait Mercure, Vénus, la Terre, Mars et même Jupiter. Son atmosphère s'étendrait presque jusqu'à Saturne. Pause de 3 secondes. Un phénomène intrigant a récemment été observé. Bételgeuse s'est mise à tourner bien plus vite que ne le permettrait normalement sa taille. Les étoiles de cette envergure sont censées avoir une rotation lente. Pourtant, elle s'est brusquement mise à tourner à une vitesse d'environ 5 km par seconde. Grâce à de puissants radiotélescopes, la surface orangée de Bételgeuse a pu être observée avec une grande netteté. C'est ainsi que l'on a découvert ces variations de luminosité. Par moments, elle brille intensément, puis s'assombrit considérablement. Ce cycle se répète tous les 400 jours environ. Plus récemment, le télescope ALMA, un réseau d'antennes fonctionnant comme un instrument unique, a révélé que la surface de Bételgeuse se déplaçait de façon asymétrique. Une portion semble s'approcher de nous, tandis que l'autre s'en éloigne. Pause de 3 secondes. Mais il se pourrait que tout cela ne soit qu'un effet d'optique. Contrairement à notre Soleil, à la surface homogène, Bételgeuse présente un relief chaotique, semblable à un chaudron en ébullition. Elle bouillonne, tourbillonne avec violence. Imaginez d'immenses panaches de gaz brûlant jaillissant de son cœur, atteignant la surface, avant de replonger vers l'intérieur. Et ces bulles dépassent non seulement la taille du Soleil, mais aussi celle de l'orbite terrestre autour de lui. Ces bulles montent et redescendent à une vitesse vertigineuse, plus rapide encore qu'un engin spatial. Ce tumulte pourrait tromper nos instruments et leur faire percevoir une rotation plus rapide qu'en réalité. D'autres astronomes avancent que Bételgeuse aurait pu engloutir une étoile voisine, ce qui aurait accru sa vitesse de rotation. Mais ce ne sont, pour l'instant, que des hypothèses. Pause de 3 secondes. La situation s'est encore complexifiée lorsque Bételgeuse a de nouveau perdu en éclat, cette fois de manière inattendue. Ce qui est remarquable, c'est que la découverte fut faite grâce à un satellite météorologique. Les télescopes terrestres peinaient à l'observer en raison de l'atmosphère. Les chercheurs ont donc utilisé un satellite conçu pour surveiller le climat terrestre, mais capable aussi de capturer des images de l'espace. Comme nous l'avons évoqué, l'intensité lumineuse de Bételgeuse croît et décroît tous les 400 jours. Or, récemment, elle s'est subitement obscurcie dans une proportion 2,5 fois supérieure. Cet événement a été baptisé le Grand Assombrissement. D'après une première hypothèse, Bételgeuse aurait connu un refroidissement soudain, accompagné d'une expulsion massive de matière, formant un vaste nuage de poussière. Celui-ci aurait occulté la lumière de l'étoile, la rendant bien plus terne qu'à l'accoutumée. De surcroît, les chercheurs ont constaté un comportement inhabituel de cette poussière, ce qui pourrait trahir un dérèglement profond au sein même de l'astre. Le cycle de pulsation de Bételgeuse s'est lui aussi modifié. Il ne s'écoule désormais plus que 200 jours entre un pic de luminosité et son déclin. Et pour ajouter au mystère, au printemps 2023, l'étoile s'est mise à briller plus ardemment encore qu'à son zénith habituel. Pourquoi est-ce inquiétant ?
parce que cela pourrait être un signe précurseur du grand final de Bételgeuse, et les conséquences pour la Terre ne seraient pas négligeables. Now pause de 3 secondes. Nous pourrions être à l'orée d'une supernova. Lorsqu'une étoile massive comme Bételgeuse a consommé tout le carburant en son cœur, elle amorce la combustion de nouveaux éléments, tels que le carbone, l'oxygène ou le silicium. Ce processus conduit à la formation de fer en son noyau, et c'est à ce stade que tout bascule. La fusion du fer avec l'hélium ne libère pas d'énergie, contrairement à d'autres réactions, elle en absorbe. Cela provoque l'effondrement du cœur de l'étoile sur lui-même, un phénomène connu sous le nom de supernova à effondrement de cœur, un spectacle proprement renversant. Les supernovae dégagent une telle luminosité qu'elles peuvent surpasser l'éclat de galaxies entières. Mais celle de Bételgeuse serait exceptionnelle. Du fait de sa relative proximité avec notre planète, son éclat serait tel qu'on pourrait même la voir en plein jour. Lorsque cela se produira, Bételgeuse resplendira avec l'intensité d'une pleine lune, concentrée en un point minuscule. Pendant près de 2 mois, sa clarté sera si saisissante qu'il vous serait possible de lire un livre à la seule lumière de la supernova, même en l'absence totale d'éclairage urbain, à condition que le ciel soit dégagé. 6 pauses de 3 secondes. L'idée d'assister à l'explosion de Bételgeuse en supernova a de quoi faire frémir d'excitation. La dernière fois qu'un tel événement s'est produit dans notre galaxie, c'était à l'époque de Johannes Kepler, il y a plus de 400 ans. Cet épisode céleste, baptisé SN 1604 ou supernova de Kepler, a illuminé le ciel pendant plusieurs semaines. Cependant, ne vous laissez pas emporter trop vite par l'enthousiasme, nul ne sait précisément quand cela surviendra. Une étude suggère que l'étoile se trouve dans sa phase de combustion du carbone. Si nous approchons de la fin de cette étape, alors Bételgeuse pourrait exploser d'ici quelques décennies. Mais cette hypothèse reste extrêmement difficile à vérifier, car, durant cette phase terminale, l'étoile ne manifeste pratiquement aucun changement visible. Même si Bételgeuse est suffisamment proche pour que l'on puisse en observer la surface, il nous est impossible d'en sonder le cœur. Peut-être n'est-elle qu'au tout début de la combustion du carbone, auquel cas l'explosion tant attendue ne se produirait pas avant 1000 ans. D'après une autre étude, Bételgeuse ne disposerait plus que de 3 siècles de carburant dans son noyau. Les chercheurs rappellent qu'elle est sujette à des cycles réguliers d'expansion et de contraction, et que son rythme de pulsation laisse entrevoir qu'elle est bien plus massive qu'on ne le pensait. Cela indiquerait qu'elle est plus avancée dans son évolution, et donc plus proche de la fin. 5 pause de 3 secondes. D'autres conjectures proviennent de l'étude d'étoiles analogues. L'étoile Véssax Canis Majoris, par exemple, située dans notre propre galaxie, semble plus proche de l'explosion que Bételgeuse, et son éclat diminue régulièrement depuis 1 siècle, à l'inverse de la stabilité relative de Bételgeuse. Si cette dernière était sur le point d'exploser, elle deviendrait de moins en moins lumineuse à un rythme soutenu. Par ailleurs, certains textes anciens laissent entendre qu'il y a 2000 ans, Bételgeuse apparaissait jaune, et non rouge, aux yeux des observateurs. Si cela est avéré, alors nous pourrions être témoins des tout premiers instants de sa phase terminale. En somme, nul ne peut prédire si la supernova éclatera demain ou dans un millénaire. Il nous faut simplement patienter. Hit pause de 3 secondes. Mais supposons qu'elle explose dès demain. Quelles seraient alors les conséquences pour nous? La supernova de 1987 dans le Grand Nuage de Magellan a démontré que les effets de ce genre d'événement pouvaient être perçus même à des distances vertigineuses. Ce nuage se trouve à près de 170 000 années-lumière, et pourtant nous avons pu capter son rayonnement. Il demeure difficile de définir avec précision ce que l'on appelle la zone de danger. Une estimation approximative la situerait à une centaine d'années-lumière. Fort heureusement, Bételgeuse se trouve bien au-delà. Elle ne représente donc aucune menace pour l'humanité. Nous pourrons donc admirer le spectacle grandiose de sa supernova sans en subir la moindre conséquence. Cela fait plus de 400 ans qu'il n'y a pas eu de supernova dans la Voie lactée. Nous avons donc beaucoup de retard. Voici donc les étoiles les plus susceptibles de faire boum si ce n'est déjà fait. En tête de liste, l'étoile Eta Carinae de l'hémisphère sud. Les lettres grecques précédant le nom d'une constellation indiquent le niveau de brillance d'une étoile dans cette dernière. En 1677,
Sir Edmond Halley a enregistré Eta Carinae comme la 7e étoile la plus brillante de la constellation du Carène. Eta étant la 7e lettre de l'alphabet grec. Elle n'était peut-être pas si brillante pour Sir Edmond et ses contemporains au XVIIe siècle, mais les études modernes estiment qu'elle est 5 millions de fois plus lumineuse que notre Soleil. La luminosité est un terme technique utilisé par les astronomes. Il ne signifie pas seulement brillance, mais fait référence à l'énergie totale libérée à toutes les fréquences. Et Eta Carinae libère 5 millions de fois plus d'énergie que le Soleil. Véritable gros morceau de notre Voie lactée, Eta Carinae est 100 fois plus massive et 240 fois plus grande que notre Soleil nain jaune et blanc. De toute évidence, Eta Carinae est assez éloignée, environ 7500 années-lumière. Pourtant, même à une telle distance, si cette étoile devient hypernova, elle peut quand même avoir un impact sur la couche d'ozone de la Terre, perturber les communications par satellite et blesser les astronautes. 159 ans après l'observation de Halley, Eta Carinae a connu une explosion de type nova. Elle est passée de l'état d'étoile de faible luminosité à celui de la deuxième étoile la plus brillante visible depuis la Terre. Mais seulement pendant 27 ans. De 1836 à 1863, Eta Carinae était la deuxième étoile la plus brillante visible de chez nous après Sirius, l'étoile du chien, qui n'est qu'à 8 années-lumière. Depuis 1863, à part quelques poussées, Eta Carinae est revenue à sa luminosité d'origine, soit une magnitude de 4,5. Les astronomes pourraient nous présenter des excuses pour la nomenclature de la magnitude des étoiles. Plus une étoile, une planète ou une lune est brillante, plus sa magnitude est faible. Ainsi, les étoiles qui sont plus brillantes que la magnitude 1 sont soit de magnitude 0, soit de magnitude négative. La pleine lune, par exemple, a une magnitude de -13. Une étoile de magnitude 4,5, comme Eta Carinae, est assez peu visible depuis la Terre, mais tu la verrais clairement dans un ciel nocturne sans pollution lumineuse si tu vivais au sud de la latitude du Caire. 30 degrés de latitude nord est le point le plus au nord d'où l'on peut observer cette étoile. Mais Eta Carinae est actuellement en train de faire quelque chose. Elle brille de nouveau, et elle est même plus brillante qu'elle ne l'a jamais été depuis 1864. C'est une situation complexe. Eta Carinae est en réalité constituée de deux étoiles, Eta Carinae A et Eta Carinae B. Il y a une troisième étoile à proximité qui interagit également avec la dynamique de cette étoile double. Logiquement, elle s'appelle Eta Carinae C. Formée de deux globes de gaz hypermassifs qui se dilatent à 20 millions de km/h, Eta Carinae est sans aucun doute l'une des étoiles les plus étranges que tu puisses voir. Rappelle-toi qu'elle se situe à 7500 années-lumière de nous. Si quelque chose lui arrivait au cours des 7500 dernières années, comme une hypernova, nous ne le saurions même pas, car aucun des rayonnements électromagnétiques d'Eta Carinae ne serait encore parvenu jusqu'à nous. Les astronomes surveillent de près Eta Carinae, car elle pourrait devenir une hypernova à tout moment, ou peut-être l'a-t-elle déjà fait il y a 5000 ans. Dans ce cas, nous n'aurions plus qu'à attendre 2500 ans pour le découvrir. Parmi une liste de plus de 30 étoiles susceptibles de devenir des supernovas, Rho Cassiopeiae est le choix de nombreux astronomes. Rho étant la 17e lettre de l'alphabet grec, cela signifie que Rho Cassiopeiae est l'étoile ayant la 17e magnitude la plus brillante de la constellation de Cassiopée. Pourtant, c'est l'une des 7 seules étoiles hypergéantes jaunes connues dans la Voie lactée. Encore un gros morceau. Pour être visible à une magnitude de 4,5 à environ 10 000 années-lumière, ce doit être une très grosse étoile, une hypergéante. Placée là où se trouve le Soleil, elle engloberait l'orbite de Mars. Mais elle est encore jaune. Si elle était rouge, cela indiquerait une température de surface plus froide. Donc, aussi énorme soit-elle, Rho Cassiopeiae est toujours aussi chaude que notre Soleil, voire un peu plus. Cela ne peut signifier que deux choses. 1. Au plus profond de son noyau, Rho Cass fusionne des atomes bien plus lourds que l'hydrogène ou l'hélium. Et 2. Elle produit beaucoup plus d'énergie qu'une étoile géante rouge. En 2000, Rho Cassiopeiae a fait une éruption massive. Elle s'est illuminée en éjectant 10 000 fois la masse de la Terre dans l'espace à 4 fois la vitesse du son. Les astronomes ont détecté la signature d'oxyde de titane dans cette éruption. Cela signifie que Rho Cassiopeiae est beaucoup plus proche qu'on ne pensait d'une supernova, voire d'une hypernova.
Le fer se situe juste quelques échelons au-dessus du titane dans le tableau périodique des éléments. Quand le fer se forme, la fusion s'arrête et une étoile s'effondre. Rho Cassiopeiae en est donc proche, ou plutôt en était proche, car l'éruption observée en l'an 2000 s'est réellement produite 10 000 ans auparavant. De nombreux astronomes pensent que Rho Cassiopeiae est déjà devenue une hypernova, a formé un trou noir et n'existe même plus. De son côté, Bételgeuse a attiré l'attention sur elle il n'y a pas si longtemps. Elle s'est considérablement affaiblie et n'est plus qu'à 37% de sa luminosité habituelle. Se prépare-t-elle à devenir une supernova ? Bételgeuse est de loin l'étoile la plus brillante de tout le ciel, en lumière infrarouge. Ce détail est important car il est lié au statut de Bételgeuse en tant que candidate à la supernova. Mais nous le verrons bientôt. Bételgeuse est également nommée Alpha Orionis, encore une désignation en lettres grecques. Nous devrions donc en conclure que Bételgeuse est l'étoile la plus brillante d'Orion, non ? Faux, c'est la deuxième étoile la plus brillante de sa constellation. C'est Rigel, ou Beta Orionis, l'étoile la plus brillante d'Orion. Ceci est dû au fait que Bételgeuse est classée comme une étoile variable semi-régulière. Son cycle de pulsation d'environ 400 jours modifie sa luminosité d'environ une magnitude complète, la faisant passer de bien plus brillante qu'une étoile de magnitude 1 à proche d'une étoile de magnitude 2. Mais on n'a jamais observé une diminution de luminosité de Bételgeuse aussi rapide et radicale que récemment. De fin 2019 à mi-2020, Bételgeuse a traversé une période d'atténuation substantielle lors d'une éjection de masse. Les astronomes du monde entier ont sauté sur l'occasion et au cours de leurs investigations, ils ont trouvé de nouvelles données surprenantes sur Bételgeuse. Premièrement, Bételgeuse n'est pas aussi éloignée que nous le pensions. Elle se trouve en fait à 548 années-lumière, soit 25% plus proche que la distance mesurée avant. Deuxièmement, le diamètre de Bételgeuse a été réduit du même pourcentage. On sait donc qu'elle est 25% plus petite que ce que l'on croyait auparavant. La cause de cette atténuation spectaculaire a également été déterminée. Bételgeuse a éjecté un nuage de gaz contenant du magnésium qui a bloqué une grande partie de la lumière provenant de l'étoile, la faisant apparaître beaucoup moins brillante qu'elle ne l'était réellement. Le magnésium n'est même pas à mi-chemin du fer sur le tableau périodique, ce qui signifie que Bételgeuse n'est pas aussi proche de la supernova qu'on le croyait auparavant. Lorsque du fer commence à se former dans une étoile, cela signifie qu'elle est sur le point de mettre un terme à ses réactions de fusion. L'étape suivante est l'implosion, et nous n'en sommes pas encore là avec Bételgeuse. Cette étoile émet la majeure partie de son énergie sous forme de lumière infrarouge, ce qui indique que son noyau brûle encore probablement de l'hélium, et non quelque chose qui augmenterait considérablement sa chaleur, comme le carbone par exemple. Bételgeuse deviendra donc une supernova, mais pas avant 100 000 ans. On peut donc le rayer de notre liste des supernovas pour le moment. Quant à la manière de prononcer correctement Bételgeuse, tu peux le faire comme bon te semble. Tu peux même dire Bételgeuse si tu en as envie. La supernova 1987A a pris les astronomes par surprise lorsqu'elle a illuminé le grand nuage de Magellan situé à plus de 100 000 années-lumière de la Voie lactée. C'est alors que l'attention s'est portée sur une étoile similaire, beaucoup plus proche de la Terre, Rigel de la constellation d'Orion. Pourrait-elle nous surprendre en devenant soudainement une supernova ? Il existe un phénomène appelé le problème des supernovas. Il semble que les étoiles faisant plus de 17 fois la masse du Soleil ne se transforment pas toujours en supernova. Récemment, une géante rouge a tout simplement disparu sans passer par la case supernova. Ce phénomène s'était souvent produit dans des simulations informatiques de supernova, mais il a fini par se produire dans la vie réelle. Rigel fait 21 fois la masse du Soleil. Donc deviendra-t-elle une supernova ou disparaîtra-t-elle simplement dans le trou noir qu'elle créera en son cœur ? Les astronomes et les physiciens poursuivent leurs recherches pour en apprendre davantage sur la dynamique des étoiles massives en scrutant le ciel à la recherche de la prochaine supernova qui se produira dans la Voie lactée. En attendant, nous pouvons être sûrs que la Terre n'est pas menacée par les effets des explosions de supernovas proches. Nous vivons dans un quartier stellaire plutôt calme, sauf pour les Martiens qui vivent à côté de nous. Sympa et ravi de présenter la première vidéo sur une ancienne carte du ciel d'une grande importance découverte récemment. Nous te présentons l'archéoastronomie.
Cette carte, astucieusement cachée dans les étoiles de l'hémisphère sud, précède toutes celles qui ont été publiées par les explorateurs hollandais et anglais au XVIe et au XVIIe siècle. Figure-toi que tous les équipages d'expéditions de l'Empire espagnol au XVIe siècle s'en servaient pour se repérer en dessous de l'équateur. Elle indiquait aussi toutes les positions des ressources naturelles dans le Nouveau Monde. S'il y avait un document top secret à l'époque, c'était bien celui-là. Lorsqu'il se trouvait au nord de l'équateur, les équipages utilisaient l'étoile du Nord pour se repérer. Située presque au-dessus du pôle Nord, l'étoile du Nord, appelée étoile polaire, est la seule étoile qui reste immobile dans le ciel malgré la rotation terrestre. Les chronophotographies pointées sur l'étoile du Nord montrent les traînées des étoiles circumpolaires, mais l'étoile polaire reste virtuellement au même endroit. Au nord de l'équateur terrestre, l'étoile polaire est un indicateur du nord. La hauteur ou l'altitude de l'étoile polaire par rapport au niveau de la mer indique notre latitude par rapport à l'équateur. L'étoile polaire n'est pourtant pas visible au sud de l'équateur. Il n'existe aucune étoile du pôle sud. Au fur et à mesure que les embarcations espagnoles s'approchaient de l'équateur en direction du sud, l'étoile polaire disparaissait peu à peu derrière la poupe. Les navigateurs espagnols et portugais ont bien vite compris que l'étoile polaire allait disparaître à l'horizon et qu'elle ne pouvait plus leur servir de guide. L'angoisse de naviguer dans des eaux inconnues sans point de repère a commencé à monter. C'est alors qu'ils ont identifié la première constellation de la carte du ciel secrète de l'hémisphère sud, Crux, la Croix du Sud. Cette constellation lumineuse, située en face de la proue des navires, est devenue l'indicateur du sud. La constellation Crux est représentée dans plusieurs drapeaux de pays de l'hémisphère sud, comme la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Samoa et la Papouasie-Nouvelle-Guinée dans le Pacifique Sud, et dans le drapeau du Brésil dans l'Atlantique Sud. Comme nous le verrons plus loin, ces positions géographiques très différentes sont la clé pour distinguer les incohérences entre les constellations modernes et cette carte du ciel secrète. La deuxième constellation créée par les équipages est reportée sur la carte du ciel secrète et tout aussi utile que Crux, mais beaucoup plus petite et moins lumineuse. La constellation Musca, la mouche, n'est composée que de petites étoiles peu lumineuses et a été très utile pour les matelots, au moins aussi utile que la Croix du Sud. L'hémisphère céleste du Sud est beaucoup plus riche en étoiles que l'hémisphère céleste nord. Le ciel de l'hémisphère sud est vraiment plein d'étoiles. Ceci s'explique par le fait que le Soleil est situé en quelque sorte au-dessus du disque de la Voie lactée. Quand les personnes qui vivent dans l'hémisphère nord regardent le ciel, elles voient ce qui est en dehors de la Voie lactée. Les personnes de l'hémisphère sud voient le centre de la galaxie et donc beaucoup plus d'étoiles, de nébuleuses planétaires et le grand et le petit nuage de Magellan qui sont les galaxies voisines de la Voie lactée. C'est pour cela que l'astronomie de l'hémisphère sud vante les télescopes les plus performants et les observatoires les plus équipés. Il y a beaucoup plus de choses à voir de l'intérieur. Mais alors, pourquoi est-ce que, parmi la multitude d'étoiles du ciel de l'hémisphère sud, Musca est-elle une constellation si importante? Pourquoi a-t-elle été placée juste en dessous de la Croix du Sud? Parce que quand on voit une mouche sur un navire, c'est un très bon signe. Ça signifie que la Terre est proche. Et quand on arrive d'Espagne, on n'a qu'une hâte, c'est de voir la Terre. La constellation suivante dessinée sur la carte du ciel secrète se situe à bâbord du navire. Si on navigue vers le sud, le bâbord, ou le côté gauche, se situe vers l'est, en direction de l'archipel d'îles situé au large des côtes du Brésil. La troisième constellation est encore une constellation petite et peu lumineuse, le Caméléon. Caméléon était un code secret utilisé dans les expéditions. Cela signifiait « ne va pas là-bas ». Enfin si, vas-y si tu y tiens, mais tu ne mangeras au dîner que des caméléons. Il n'y a pas beaucoup d'autres ressources dans le coin. La constellation du Caméléon indique donc un endroit où on ne doit pas aller. Ne te fais pas avoir par ces îles. La Terre y est stérile. À tribord toutes. C'est par là le continent. Un autre sens interdit plus à l'est de Caméléon, c'est volant, le poisson volant. Par là non plus, il n'y a rien d'autre à se mettre sous la dent. Maintiens le cap vers le sud-ouest. Maintenant qu'on longe la côte, on peut commencer à superposer la carte du ciel secrète à la carte de l'Amérique du Sud. On remarque tout de suite que quelque chose cloche. La constellation Apus, l'oiseau de paradis. L'oiseau de paradis n'a pas grand-chose à voir avec l'Amérique du Sud. Il est originaire des îles du Pacifique Sud.
Au fur et à mesure que nous avançons dans notre exploration de l'Amérique du Sud, en suivant cette carte créée par les navigateurs espagnols et portugais, nous allons voir que de nombreux oiseaux sont désignés dans différents emplacements. Apus est donc volontairement situé au-dessus de l'Amérique du Sud pour donner l'image d'un oiseau particulièrement beau et non pas pour désigner un oiseau de paradis en tant que tel. Il se peut que les marins aient aperçu un cotinga cordon bleu, une mérulax de Stresemann, n'importe quel autre perroquet coloré, ou bien, plus probablement, un quetzal brillant que l'on trouve au Venezuela et en Guyane. Dans tous les cas, Apus indique un oiseau vivant dans la forêt. Une ressource naturelle de grande valeur pour l'Empire espagnol. En naviguant entre le Caméléon et Apus, les navires espagnols longeaient la côte du grand continent d'Amérique du Sud. Passé l'embouchure de l'Amazone, qui n'avait pas de nom à l'époque, les navigateurs aperçoivent Hydrus, l'hydre mâle, qui dénote clairement les ressources hydriques de l'Amazone. Le cap Branco, ou Cabo Branco en portugais, indique le point le plus à l'est du continent sud-américain. C'est là qu'on rencontre Dorado, l'espadon, qui est à la fois une constellation et un plat raffiné au menu des meilleurs restaurants portugais. Le dorado est une ressource marine importante, plus appétissante que les caméléons et les poissons volants ou la viande salée à bord des navires. Le toucan est un autre oiseau de la carte du ciel que nous rencontrons en longeant la côte vers le sud, en suivant ce que l'on appelle aujourd'hui le courant du Brésil. La présence de toucana à cet emplacement, plus ou moins à la hauteur de l'Argentine, indique la présence de fruits et noix. La constellation suivante est celle du phénix, oiseau immortel de la mythologie classique. Il renaît de ses propres cendres. Nos marins ont navigué plus au sud que n'importe quel Européen avant eux. Ils pensaient atteindre l'île des Épices, à côté de l'Inde, mais ils sont sur la mauvaise trajectoire. Les paysages sont maintenant effrayants. Tierra del Fuego, la terre de feu parsemée de volcans qui crachent de la lave. Des aurores jamais vues éclairent le ciel de rideaux rouges, verts et bleus. Les courants sont devenus froids. Les navires traversent difficilement le détroit de Magellan, la porte du Pacifique. La constellation du Phénix représente l'entrée des navigateurs dans le Pacifique et le tant attendu retour vers le nord. On s'éloigne enfin de la Terre de Feu. C'est ici que toutes les cartes du ciel depuis 1603 situent Grus, la constellation de la grue. Mais Grus n'est pas vraiment une grue. Ces oiseaux ne vivent pas en Amérique du Sud. Il est temps de résoudre le mystère sur ces noms qui portent à confusion. Apus n'est pas un oiseau de paradis. Grus n'est pas une grue. Et nous verrons que Pavot n'est pas un paon. Toutes ces constellations ont été cartographiées par le cartographe hollandais Petrus Plancius, 1552-1622, celui qui dessine les cartes, en se basant sur les observations célestes d'un certain Peter Kaiser depuis l'île de Madagascar. Le Madagascar a été découvert par une expédition portugaise composée de 13 navires en 1500. Depuis, les navires portugais s'y sont rendus régulièrement. Il semblerait que Peter Kaiser ait été en contact avec un marin portugais qui lui aurait indiqué toutes les constellations de l'hémisphère sud qui avaient été repérées par les marins espagnols et portugais durant les expéditions espagnoles autour de l'Amérique du Sud, notre carte du ciel secrète. Il n'existe pas de preuve à cette version des faits, mais cela expliquerait la confusion des constellations qui seraient de vrais oiseaux originaires d'Amérique du Sud, comme dans notre carte secrète, et non pas des oiseaux des Indes orientales, comme dans toutes les cartes du ciel moderne. Grus n'est pas une grue, c'est un flamant rose. Les flamants roses vivent au Chili. Les marins qui ont logé la côte ouest de l'Amérique du Sud ont vu des flamands. Cette même constellation, que l'on appelle aujourd'hui Grus, s'appelait Phenicopterus au début du XVIIe siècle. Phenicopterus signifie flamand en latin. Grus est un flamand. Une erreur semblable a été faite avec la constellation Pavot, le paon dans les cartes modernes. Pavot signifie paon en latin. Mais il n'y a pas de paon en Amérique du Sud. Ils sont originaires du Pacifique Sud. Cependant, le mot pavot signifie dinde en espagnol. Et oui, les dindes existent en Espagne. Mais voilà, dinde en portugais se dit Pérou. L'un des oiseaux les plus connus du Pérou est le condor, qui est l'oiseau volant le plus grand du monde. La constellation de Pavot est un condor, qui ressemble plus à une dinde qu'à un paon. La présence de condors indique la présence de gibier. Nous sommes à présent au niveau de l'équateur,
après avoir longé la côte ouest de l'Amérique du Sud, et voici la constellation Indus, le fleuve qui mène vers l'Inde. Le courant équatorial sud nous emmène jusqu'ici à travers le Pacifique. C'est tout pour la carte du ciel secrète. Ah, et n'oublie pas de stocker des limes à Lima. La traversée du Pacifique est longue, et les limays, les marins, doivent consommer de la vitamine C pour rester en forme. Si tu as déjà vu des photos prises depuis un vaisseau spatial ou depuis la Station spatiale internationale et qui montrent des corps célestes éclairés par le Soleil, comme la Terre ou la Lune, tu as peut-être remarqué quelque chose qui cloche. L'espace semble trop vide. Il manque un magnifique arrière-plan rempli d'étoiles. Il semble qu'il serait très ennuyeux d'aller observer les étoiles directement depuis l'espace, puisque le ciel est toujours si sombre. Pendant la journée, le ciel au-dessus de nos têtes est bleu à cause de la diffusion de la lumière. Cela se produit lorsque la lumière du Soleil traverse l'atmosphère. Mais situé sur la Lune ou ailleurs dans l'espace, il n'y a pas d'atmosphère pour diffuser cette lumière. C'est pourquoi le Soleil semble toujours noir. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a moins de lumière. Si tu jetais un coup d'œil à travers un hublot de la station spatiale, tu verrais autant de lumière solaire directe que si tu regardais par la fenêtre de ton appartement pendant une journée sans nuages, peut-être même plus. Lorsque tu prends une photo par une journée ensoleillée, tu utilises probablement une courte exposition, ainsi que le réglage d'ouverture étroit de ton appareil photo. De cette façon, seule une courte rafale de lumière entre dans l'objectif. Le même principe s'applique lorsque nos pupilles se contractent à la lumière du soleil pour ne pas avoir à gérer une trop grande quantité de lumière. Et comme il fait tout aussi clair là-haut dans l'espace, le processus est le même lorsque tu prends des photos d'objets éclairés par le soleil. En utilisant une exposition courte, tu peux obtenir de bonnes photos lumineuses de la Terre ou de la surface de la Lune. Mais cela signifie aussi qu'il n'y aura pas d'étoiles sur la photo. Même là-haut, les étoiles sont relativement ternes. Elles n'émettent pas assez de lumière pour apparaître sur les photos prises avec de tels réglages. Notre planète a un ciel bleu qui se transforme lentement en une magnifique palette rouge-orangée au crépuscule et inversement à l'aube. Mais si tu as un jour l'occasion d'observer un coucher de soleil sur Mars, tu dois t'attendre à l'inverse, un ciel diurne orange-brun qui prend une teinte bleutée au coucher du soleil. Tout d'abord, Mars est plus éloigné du soleil que notre planète. Donc, lorsque tu regardes le soleil depuis la surface martienne, il a l'air plus terne et plus petit. Et ce n'est pas tout. Le soleil observé depuis Mars n'est qu'un point blanc bleuté entouré d'un halo bleu. La fine atmosphère de la planète rouge contient de grandes particules de poussière, qui créent un effet appelé diffusion de Mie. Cela se produit lorsque le diamètre des particules dans l'atmosphère est presque le même que la longueur d'onde de la lumière diffusée. Cet effet filtre la lumière rouge des rayons du soleil. Ainsi, seule la lumière bleue atteindrait tes yeux sur Mars. Comment se fait-il que la Terre n'ait pas d'anneau ? Toutes les géantes gazeuses de notre système solaire, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, ont de tels anneaux, alors que les planètes telluriques, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, n'en ont pas. Il existe deux théories sur la façon dont les anneaux peuvent apparaître autour d'une planète. Ils pourraient n'être que des restes de matériaux datant de l'époque où la planète se formait. Ou bien ils pourraient être les restes d'une lune qui a été détruite par une collision avec un corps spatial ou déchirée par la forte attraction gravitationnelle de sa planète mère. Les géantes gazeuses se sont formées dans les régions extérieures de notre système solaire, tandis que toutes les planètes telluriques se trouvent dans la partie intérieure. Alors, peut-être que les planètes intérieures étaient mieux protégées des collisions potentielles qui auraient pu former leurs anneaux. Il y a aussi plus de lunes dans les régions extérieures de notre système solaire, ce qui pourrait être une autre raison pour laquelle les planètes qui s'y trouvent ont des anneaux. De plus, les planètes plus grosses ont une gravité plus forte. Cela signifie qu'elles peuvent maintenir leurs anneaux stables après leur formation. Certains experts pensent que la Terre avait un système d'anneaux il y a longtemps. Un objet de la taille de Mars a pu entrer en collision avec notre planète mère, ce qui a probablement créé un anneau dense de débris autour d'elle. Certains scientifiques pensent que ces débris n'ont pas formé un anneau, mais ce que nous connaissons aujourd'hui comme la Lune. Une planète géante se cache probablement au bord du système solaire, bien au-delà de Neptune. Les scientifiques ont baptisé ce mystérieux monde hypothétique la planète 9. Si elle existe vraiment, elle est probablement similaire à Uranus ou Neptune et 10 fois plus massive que notre planète. Elle tourne probablement autour du Soleil, mais dans les confins du système solaire, environ 20 fois plus loin que Neptune. Une autre théorie intéressante stipule que la planète 9 pourrait en fait être un trou noir de la taille d'un pamplemousse, qui déforme l'espace comme le ferait une grande planète.
Alors que nous pensions autrefois que l'eau était une substance rare dans l'espace, elle existe en réalité partout dans notre système solaire. Par exemple, on peut en trouver dans les astéroïdes et les comètes, ainsi que dans les cratères de la Lune et de Mercure. Nous ne savons toujours pas s'il y a assez d'eau pour faire vivre d'éventuelles colonies humaines si nous décidions de nous y installer. Mais une certaine quantité d'eau est certainement présente là-bas. Mars abrite aussi de l'eau au niveau de ses pôles. Elle est principalement cachée dans les couches de glace et probablement sous la surface poussiéreuse de la planète. Europe, la lune de Jupiter, a aussi de l'eau. C'est la candidate la plus probable que nous connaissions pour accueillir la vie en dehors de la Terre. Il y a probablement tout un océan d'eau liquide sous sa surface gelée, et il pourrait d'ailleurs contenir 2 fois plus d'eau que tous les océans de la Terre réunis. Neptune est étonnamment chaude, même si elle est 30 fois plus éloignée du Soleil que notre planète et reçoit moins de lumière solaire et de chaleur. Mais elle émet beaucoup plus de chaleur qu'elle n'en reçoit. Son atmosphère est aussi beaucoup plus active qu'on ne le pensait, surtout si on la compare à sa voisine, Uranus. Ces 2 planètes émettent la même quantité de chaleur, même si Uranus est beaucoup plus proche du Soleil. Mais personne ne sait pourquoi. Neptune a aussi des vents extrêmement forts qui peuvent atteindre une vitesse de 2400 km/h. Pourrait-il être responsable de cette chaleur? Ou peut-être est-ce à cause du noyau de la planète? Ou de sa force gravitationnelle? Un trou noir monstrueux fonce dans l'espace à une vitesse de 8 millions de km/h. Les scientifiques l'ont localisé grâce au télescope spatial Hubble. Ils pensent qu'il pèse autant qu'1 milliard de soleils. Il était censé rester à sa place au centre de sa galaxie d'origine, mais des forces gravitationnelles le poussent dans tous les sens. À un moment donné, ce trou noir va se libérer de sa galaxie et continuer à errer dans l'univers. Heureusement, il est encore à 8 milliards d'années-lumière de nous. Les tempêtes solaires sont si puissantes qu'elles pourraient nous plonger dans le noir complet. En juillet 2012, la tempête solaire la plus puissante des 150 dernières années a manqué la Terre de peu. Les éjections de masse coronale, ou CME, sont de grandes bulles de gaz ionisées. Elles ont traversé notre orbite à l'époque. Si elles avaient eu notre planète pour cible directe, nous aurions fait face à de la matière solaire fonçant vers la Terre, endommageant les ordinateurs et provoquant des pannes de courant qui auraient duré des mois. Une tempête solaire surprise nous a frappé le 25 juin 2022. Un photographe a même réussi à capturer de superbes aurores lumineuses qui ont traversé le ciel de l'aube à Calgary, au Canada, et qui ont duré 5 minutes. Elles ont été provoquées par la tempête. Les étoiles vampires existent vraiment. Elles font partie d'un système d'étoiles binaires, et elles peuvent littéralement aspirer la vie de l'autre étoile du système, afin de continuer à brûler plus longtemps. Le principe est simple. Une étoile plus petite et de plus faible masse vole le carburant hydrogène de sa sœur pour augmenter sa propre masse. Cette étoile vampire devient alors plus chaude. De plus, sa couleur passe au bleu vif. Ainsi, elle a l'air beaucoup plus jeune. La couleur de l'univers est surnommée l'AT cosmique. La lumière provenant des galaxies et des étoiles qui s'y trouvent, ainsi que des nuages de gaz et de poussière dans l'univers observable, a une couleur spécifique. C'est une teinte ivoire assez proche du blanc. L'univers est beige car il y a davantage de zones qui produisent de la lumière verte, jaune et rouge que de zones qui émettent du bleu. Lorsque vous regardez le ciel nocturne, il semble qu'il ne se passe pas grand-chose là-haut et que les étoiles scintillent toujours au même endroit. Pendant des milliers d'années, les astronomes se sont fiés à l'idée que les lumières dans le ciel étaient immuables. Les marins guidèrent leurs navires en utilisant des schémas stellaires fixes. On y trouve également les contours exacts des constellations que nous observons aujourd'hui, et les astronomes les ont identifiées il y a longtemps. Il semble impossible qu'un jour nous nous réveillions et ne puissions tout simplement plus voir certaines étoiles. Ou est-ce vraiment possible? Une équipe de chercheurs, celle des disparitions et apparitions de sources au cours d'un siècle d'observation, ou VASCO, a étudié le ciel pour analyser comment se passent les choses au sein des étoiles. Les astronomes ont obtenu les données du satellite Gaia de l'Agence spatiale européenne et ont comparé les informations d'il y a 70 ans à celles d'aujourd'hui pour voir comment le ciel avait changé. Pour le constater, ils ont dû utiliser à la fois des télescopes modernes et anciens. Et quelque chose de vraiment intéressant s'est produit là-haut. Plus de 700 étoiles des anciennes cartes manquèrent à l'appel. Si une étoile disparaît, plusieurs théories pourraient s'appliquer. Mais c'est plus difficile lorsque des centaines d'entre elles disparaissent en même temps. Est-ce que nos données étaient erronées ou ces étoiles étaient-elles trop faibles pour être détectées?
Non. Cette option a été rapidement écartée, car ces étoiles faisaient clairement partie de leurs observations précédentes. Ainsi, la première chose qui vient à l'esprit lorsque l'on parle de la disparition des étoiles est qu'elles ont atteint le point où elles ont terminé leur vie. Vous pouvez prendre les étoiles les plus massives de toutes, et nous parlons de celles qui sont bien plus lourdes que notre Soleil, lesquelles subissent des changements brutaux lorsqu'elles arrivent en bout de course. C'est ce que nous appelons aussi une supernova. Il s'agit d'une explosion puissante qui brille ensuite pendant de nombreux mois. Et elle demeure visible même à travers des centaines de millions d'années-lumière de distance. Mais c'est là tout l'intérêt. Vous en voyez les traces, contrairement à ce qui se passe ici. Pourrait-il s'agir d'une supernova défaillante? Cela signifierait que l'une d'elles a peut-être implosé, se sera transformée en trou noir et aura consommé les restes de l'astre depuis l'intérieur, sans provoquer de puissantes explosions. Mais personne n'a mentionné de signe d'activité d'un trou noir près de ces étoiles. Et si les étoiles étaient devenues moins visibles à cause de la poussière ou du gaz autour d'elles? C'est quelque chose qui peut facilement se produire, car la poussière et le gaz interstellaire nous masquent les objets éloignés. Mais il n'y avait pas là de traces de concentration inhabituellement élevée de poussière ou de gaz. Rien ne les a détruites non plus. Les chercheurs auraient remarqué quelques traces si une telle chose s'était produite. De plus, ces étoiles manquantes ne se trouvaient pas toutes dans le même secteur, ce qui signifie qu'elles n'ont probablement pas toutes connu la même issue fatale. De plus, les étoiles ne se trouvaient pas toutes au même stade de leur vie. Il n'est donc pas possible qu'elles aient toutes été proches de leur fin juste par hasard. Elles n'étaient pas particulièrement jeunes ou anciennes, et elles n'avaient pas toutes la même taille et la même luminosité. À un moment donné, il a même pu sembler que ces étoiles n'avaient pas disparu à cause d'événements naturels. Peut-être était-ce lié à d'autres formes de vie qui pourraient en se trouver quelque part là-bas dans l'espace. Peut-être que c'est là l'une des façons de les rechercher. Nous pourrions tomber sur des civilisations secrètement établies sur d'autres planètes, si nous observions attentivement le comportement des étoiles, surtout celui de celles que nous ne pouvons pas expliquer. Personne ne sait exactement ce qui est arrivé à ces corps célestes disparus. Et malheureusement, pour l'instant, tout ce que nous avons, ce ne sont que des théories. Mais vous devez quand même admettre qu'elles valent le détour. Peut-être qu'il ne s'agit que d'une sorte de rémanence optique, causée par des sursauts gamma ou peut-être même des sursauts radio rapides. Les sursauts radio rapides, ou FRB, sont de puissantes impulsions d'ondes radio. Elles peuvent libérer plus d'énergie en quelques millièmes de seconde que notre gigantesque Soleil n'en dégage en près de 100 ans. Nous ne comprenons pas vraiment encore comment ces éruptions d'énergie fonctionnent. Nous ne savons donc pas ce qu'elles sont capables de faire. Mais quand même, des centaines d'étoiles qui disparaissent à peu près au même moment. On compte entre 100 et 400 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Nous verrons donc probablement certaines d'entre elles disparaître aussi. Espérons que nous comprendrons mieux pourquoi de telles choses peuvent se produire. Bien sûr, les astronomes ne sont pas certains de ce nombre, car nous ne pouvons pas voir toutes les étoiles de la Voie lactée depuis notre planète. Certaines sont trop faibles, certaines sont trop éloignées, ou même cachées par la poussière ou le gaz. Mais ils déduisent ces nombres en fonction de la taille, de la forme et de la masse probable de la Voie lactée. Et parmi des milliards d'étoiles, un peu plus de 9000 d'entre elles sont visibles à l'œil nu. Si vous voulez en voir davantage, vous aurez besoin d'un bon télescope qui révélera celles moins brillantes que vos yeux sont incapables de discerner. Nombre des étoiles que nous voyons dans le ciel nocturne ne sont probablement déjà plus en vie. Les étoiles sont des boules géantes de gaz qui produisent de la lumière et de la chaleur par fusion nucléaire au sein de leur noyau. Cependant, les étoiles ont aussi une durée de vie limitée et en bout de compte, elles arrivent à court de carburant et cessant de briller. Lorsqu'une étoile disparaît, elle peut devenir une naine blanche, une étoile à neutrons ou un trou noir, en fonction de sa taille. Les scientifiques ont découvert que certaines des étoiles que nous voyons dans le ciel nocturne étaient trop vieilles pour briller encore. Cela signifie qu'elles se sont peut-être éteintes, mais que nous voyons toujours leur lumière parce qu'elles mettent tant de temps à nous parvenir. À vrai dire, nous pourrions regarder vers le passé lorsque nous regardons les astres. Observez toutes les étoiles que vous pouvez distinguer à l'œil nu. Elles se trouvent à environ 4000 années-lumière de nous. Cela signifie que ce que nous voyons sont des étoiles qui sont apparues il y a au moins 4000 ans. La plupart des étoiles que nous connaissons existent au sein des galaxies, qui sont d'immenses regroupements d'étoiles, de gaz et de poussière, retenus ensemble par la gravité. Pourtant, il existe aussi de vastes zones d'espace vide entre les galaxies, et la question est, pourraient-elles abriter des étoiles?
Il semble que ces étendues d'espace ne sont pas totalement vides. Il y a encore un peu de gaz et de poussière, ainsi que de la matière noire, laquelle est un type de matière que nous ne pouvons pas distinguer mais dont nous savons qu'elle existe, en raison de ses effets gravitationnels sur d'autres objets. Les scientifiques ont même découvert quelques étoiles isolées, dans ces étendues de l'espace. Ces astres ne se sont pas formés ici. Elles ont terminé là par accident, ce qui signifie qu'elles ont probablement été éjectées de leur galaxie par des forces gravitationnelles ou des collisions avec d'autres objets. Et il pourrait y avoir plus de ces étoiles que nous ne le pensons, sauf qu'elles sont simplement trop faibles pour être vues depuis la Terre. Les étoiles ne scintillent pas réellement, c'est plutôt que nous les percevons ainsi depuis la Terre. Il semble qu'elles scintillent en raison de l'atmosphère turbulente de notre planète. La lumière d'une étoile doit traverser de nombreuses couches de l'atmosphère. Chaque couche n'est pas également dense, ce qui fait dévier légèrement la lumière et lui fait changer de couleur et d'intensité. Il existe une étoile nommée Sirius qui scintille, brille et étincelle parfois tellement que certaines personnes ont même tendance à la signaler comme un objet volant non identifié. C'est parce que Sirius est très lumineuse et est souvent basse dans l'horizon, ce qui signifie qu'elle subit davantage ses effets propres à l'atmosphère terrestre. Lorsqu'ils sont dans l'espace, les astronomes et les astronautes qui observent les étoiles de là-bas ne les voient pas scintiller. Vous voulez entendre quelque chose de cool? Vous, moi, vos amis et le reste de l'humanité, nous sommes tous faits de poussière d'étoiles. Les éléments qui composent nos corps humains et toute vie sur Terre ont été formés à l'intérieur de celle-ci. Les blocs de construction de la vie, tels que le carbone, l'azote et l'oxygène, ont été créés à l'intérieur des étoiles et ont finalement été libérés dans l'espace lorsqu'elles ont disparu. Ces éléments sont ensuite devenus partie intégrante de nouvelles étoiles, planètes, et finalement de la vie sur Terre. Le fer dans notre sang a été créé dans les noyaux des supernovae, qui sont les énormes explosions qui se produisent lorsque les étoiles s'éteignent. Certains disent même que le calcium de nos dents et de nos os serait probablement issu de l'explosion d'étoiles. L'oxygène dans nos poumons a aussi été créé au cœur d'étoiles massives avant d'être libéré dans l'espace à travers les supernovae. Il semblerait que 2 étoiles géantes aient été surprises en plein baiser romantique. Bien que cela puisse ne sembler être que des ragots de paparazzi au premier abord, il s'agit en réalité d'un phénomène cosmique fascinant découvert par une équipe internationale d'astronomes. Le cycle de vie d'une étoile solitaire est relativement simple. Elles naissent dans d'immenses régions gazeuses de l'espace, brûlent leur carburant, puis, à un moment donné, elles explosent en supernova. Mais lorsque des étoiles naissent à proximité les unes des autres, leur attraction gravitationnelle mutuelle peut les captiver dans ce qui semble être une danse éternelle. Parfois, elles se rapprochent tellement qu'elles semblent presque se toucher. Ces étoiles peuvent passer des milliards d'années à tourner l'une autour de l'autre. Mais leur baiser ne dure que quelques millions d'années, ce qui n'est qu'un clin d'œil à l'échelle du cosmos. Leonardo Almeida, le principal auteur de cette étude, s'était donné pour mission de trouver des étoiles binaires prisonnières de ce baiser cosmique. Il a concentré ses recherches sur la nébuleuse de la Tarentule, une magnifique région de formation d'étoiles située dans le Grand Nuage de Magellan, à 160 000 années-lumière de notre planète. Et là, il a découvert l'étincelant système d'étoiles binaires, baptisé VFTS 352, qui se démarquait nettement des autres. Les 2 étoiles découvertes étaient assez grandes et de taille presque identique. Ensemble, elles forment une masse environ 57 fois supérieure à celle de notre Soleil. Avant cela, seuls 3 autres systèmes binaires de grande masse avaient été découverts. Étant donné que ces 2 étoiles étaient si proches, elles généraient une attraction gravitationnelle intense qui les faisait orbiter l'une autour de l'autre à un rythme stupéfiant d'une révolution par jour, séparées d'à peine 12 km. Avec une telle proximité, elles formaient un pont permettant à leur carburant stellaire de se mélanger, partageant ainsi près de 30% de leur volume total. Les températures de ce système étaient également sans commune mesure et atteignaient les 41 000 degrés. Au début, il semble que le mélange interne de leur énergie pourrait permettre à ces étoiles de vivre plus longtemps, en brûlant plus de carburant sur des périodes prolongées. Mais ce bénéfice ne serait que temporaire. 2 scénarios probables se dessinent quant à leur destin. Elles pourraient fusionner pour former une étoile géante qui exploserait en supernova, ou bien elles pourraient exploser séparément et terminer leur jour en tant que trous noirs orbitant l'un autour de l'autre.
Si elle fusionnait, ce processus prendrait environ 600 000 ans, tandis que si elle devenait un système de trous noirs binaires, elle pourrait continuer à brûler pendant encore 3 millions d'années. Cependant, les deux scénarios mèneraient finalement à leur destruction, à moins qu'elles ne se transforment en deux trous noirs distincts, dérivant dans des directions opposées à travers l'immensité de l'espace, une possibilité qui est également envisageable. Récemment, les astronomes du monde entier ont assisté à un spectacle étourdissant. Jupiter et Vénus, les deux planètes les plus brillantes du ciel nocturne, se sont tellement rapprochées qu'elles semblaient sur le point de se percuter ou de s'embrasser. Du moins, c'est à cela que ça ressemblait depuis la Terre. En réalité, elles sont toujours séparées par 643 millions de kilomètres. Un autre sujet fascinant pour les astronomes concerne les objets G. Ce sont des objets célestes qui ressemblent à des nuages de poussière et de gaz, mais se comportent comme des étoiles. Au centre de notre galaxie, il y a un trou noir supermassif, Sagittarius A, avec une masse 4 millions de fois supérieure à celle de notre Soleil. Et récemment, les scientifiques ont découvert deux objets mystérieux, baptisés objets G, proches de ce trou noir. Ce sont les objets G1 et G2. La théorie la plus vraisemblable est que G2 ait consisté en deux étoiles qui orbitaient autour du trou noir en tandem avant de fusionner en une seule énorme étoile, enveloppée dans un nuage de gaz et de poussière exceptionnellement épais. Lorsque G2 s'est approché au plus près du trou noir, il a émis une signature étrange, s'étirant et perdant une grande partie de son gaz. À mesure qu'il se rapprochait du trou noir, il a perdu son enveloppe extérieure et il redevient à présent plus compact. Ce qui enthousiasme particulièrement les astronomes à propos des objets G, c'est le matériau qui leur est arraché par les forces de marée lorsqu'ils passent près du trou noir central. Ce matériau finit inévitablement par être aspiré par le trou noir, créant un véritable spectacle pyrotechnique. Cela se produit parce que le matériau consommé par le trou noir chauffe et émet des radiations avant de disparaître à travers l'horizon des événements. Cet horizon est la limite redoutable d'un trou noir, au-delà de laquelle rien ne peut s'échapper. Il semble maintenant que les scientifiques aient découvert 4 autres objets G. G3, G4, G5 et G6. Tous sont situés à moins de 0,13 années-lumière du trou noir. Il se pourrait que ces 6 objets aient autrefois appartenu à des systèmes binaires qui se sont rapprochés jusqu'à fusionner en raison de la puissante gravité de cet imposant trou noir. Habituellement, il faut plus d'1 million d'années pour que le processus de fusion entre deux étoiles s'achève. Nous espérons découvrir davantage d'objets G, car cela nous offre l'une des rares occasions d'étudier le comportement des matières proches d'un trou noir supermassif sans qu'elles ne soient immédiatement englouties. Du moins, pour l'instant. Avez-vous entendu parler des étoiles variables? En regardant le ciel, nous imaginons souvent que les étoiles sont des points de lumière immuables et éternels. Mais si certaines étoiles paraissent qu'en la constante, d'autres changent de luminosité au fil du temps, d'où leur nom d'étoiles variables. Certaines s'éteignent et se rallument sur des périodes allant de quelques jours à plusieurs années. Ces variations ne sont pas visibles à l'œil nu. Seuls les astronomes, grâce à leurs équipements sophistiqués et leurs observations à long terme, sont en mesure de les détecter. Et que dire des étoiles vampires? Imaginez deux étoiles dans un système binaire, une géante rouge et une naine blanche, tournoyant l'une autour de l'autre comme des danseuses de ballet cosmique. La géante rouge, autrefois étoile vibrante, a vieilli et s'est affaiblie. Ses couches externes d'hydrogène, autrefois fermement maintenues par sa gravité, se sont relâchées, la rendant vulnérable à l'avidité de la petite et dense naine blanche. La naine blanche, surnommée étoile vampire, convoite le carburant de sa grande sœur et y voit une opportunité inespérée. Alors qu'elles dansent ensemble, l'étoile vampire utilise sa puissante force gravitationnelle pour siphonner l'hydrogène des couches externes de la géante rouge. Elle brille alors d'une teinte bleue et semble rajeunir et déborder d'énergie à mesure que sa cavalière se rabougrit. Mais il n'y a pas que les étoiles vampires. On compte aussi des étoiles zombies. Parfois, lorsqu'une géante rouge explose, elle ne se désintègre pas complètement. Au lieu de cela, un reste de naine blanche subsiste après elle, comparable à une étoile zombie qui était morte mais est à présent revenue à la vie.
Cependant, cette étoile zombie n'a pas faim de cerveau comme dans les films, mais de l'hydrogène même que l'étoile vampire lui volait depuis le début. Si l'étoile zombie se trouve suffisamment proche de son ancienne partenaire, elle commencera à aspirer de la matière pour ressusciter son noyau. Elle deviendra alors une bombe d'hydrogène, prête à exploser dans un formidable spectacle de vengeance cosmique. C'est un phénomène fascinant que nous ne détectons généralement pas car ces explosions sont beaucoup plus faibles que les supernovas habituelles. Mais lorsqu'elles se produisent, la détonation qui en résulte est proprement dantesque et détruit à la fois l'étoile vampire et son jumeau zombie. Il semblerait que les vampires et les zombies ne soient pas que des personnages de fiction après tout. Non seulement nous sommes faits de poussière d'étoiles, mais nous avons aussi plus de points communs avec les étoiles que nous ne le pensions. Ainsi, les étoiles aiment également rester en groupe avec leurs proches, et la plupart des étoiles préfèrent donc voyager à travers l'univers en amas. Ces amas stellaires sont des groupes d'étoiles gravitationnellement liés entre elles. Celles qui s'y trouvent sont généralement du même âge et du même type, partageant les mêmes passe-temps et les mêmes centres d'intérêt. Peut-être ont-elles même une vie sociale plus active que la nôtre. Bételgeuse, une supergéante rouge. Cette boule de plasma en ébullition est l'une des plus grandes étoiles de notre galaxie et l'une des plus brillantes. Elle est 500 fois plus grande que le Soleil, mais elle est en état de pulsation, ce qui fait qu'elle grossit et rapetisse. À son apogée, elle fait 800 fois sa taille moyenne. Si cette étoile était une corbeille, elle pourrait contenir environ 300 millions de soleils, alors que son poids n'est que 17 fois supérieur. Et là, à environ 500 années-lumière, se trouve la Terre. Nous lançons notre vaisseau spatial et entamons notre voyage vers Bételgeuse. En quelques secondes, nous avons déjà parcouru 390 000 km et nous sommes près de la Lune. Cette distance représente 9,5 fois le tour de la Terre. Une navette spatiale actuelle propulsée par une fusée aurait mis 3 jours pour arriver jusqu'ici. Nous sommes maintenant près de Mars. Le vol vers la planète rouge dure généralement 7 mois. Plusieurs rovers sont actuellement à l'œuvre ici, ainsi que le tout premier drone volant Ingenuity. La surface de Mars est 3 fois plus petite que celle de la Terre, mais la planète est également 10 fois plus légère. On espère bientôt y envoyer une colonie humaine. Juste au-delà de Mars, nous devons esquiver de nombreuses roches spatiales. C'est la ceinture d'astéroïdes. Elle contient des débris et des objets spatiaux de taille et formes différentes. Le plus gros d'entre eux est Cérès. Sa surface est légèrement plus grande que la superficie de l'Argentine, et son poids représente environ 1% de celui de la Lune. Le poids total de toute la ceinture d'astéroïdes est 25 fois inférieur à celui de la Lune. Ensuite, nous passons devant les géantes gazeuses Jupiter et Saturne. Ce sont les plus grandes planètes du système solaire. Ce sont aussi les plus lourdes, même si elles n'ont pas de surface solide. Ensuite, nous passons par Uranus et Neptune. On les appelle géantes de glace. Et à l'extrême limite du système solaire, nous voyons Pluton. Elle était autrefois considérée comme une planète à part entière, mais elle a été retirée de la liste. Nous voilà maintenant à 7 milliards de kilomètres de notre maison. Il a fallu à la sonde spatiale New Horizons environ 9 ans pour arriver jusqu'ici. Accroche-toi à ton siège, on va accélérer. Nous traversons la ceinture de Kuiper. Il y a beaucoup d'astéroïdes et de blocs de glace ici. Ce sont les matériaux de construction les plus anciens de notre système solaire. Il y a plusieurs milliards d'années, notre monde ressemblait à un nuage de ces astéroïdes. Nous continuons notre voyage et atteignons le bord du système solaire, l'héliosphère. Nous nous sommes déplacés jusque-là grâce au vent solaire, mais il commence à ralentir car il entre en collision avec le vent interstellaire et se réchauffe. C'est ce qu'on appelle le choc terminal. La sonde spatiale Voyager 1 a atteint ce point en décembre 2004. Nous arrivons maintenant là où l'héliosphère se termine et où l'espace interstellaire commence. C'est l'héliopause. En 2012, Voyager a franchi cette limite et est devenu le tout premier objet fabriqué par l'homme à atteindre l'espace interstellaire. Mais le message de Voyager rapportant cet événement est arrivé sur Terre près d'1 an plus tard, en raison de l'énorme distance. Il a fallu 35 ans à Voyager 1 pour parcourir tout ce chemin. Et la voilà. Cette sonde est aussi longue qu'une voiture et fait le poids de 2 motos. Il y a une plaque en or sur sa coque. C'est un message de l'homme aux potentielles civilisations extraterrestres. Elle contient des images de paysages terrestres, des enregistrements de voix humaines et notre ADN. Voyager est opérationnel depuis 43 ans et a parcouru plus de 22 milliards de kilomètres.
Cela équivaut à 152 fois la distance entre la Terre et le Soleil, et elle continue de filer dans l'espace à plus de 60 000 km/h. Nous voilà maintenant près de l'étoile la plus proche de notre système solaire, Proxima Centauri. Nous sommes si loin de chez nous que même la lumière a besoin de plus de 4 ans pour parcourir cette distance. Avec une navette normale, ce voyage aurait duré 73 000 ans. La raison pour laquelle nous voulions nous rendre ici était la présence d'une planète semblable à la Terre appelée Proxima Centauri b. Elle est 10 fois plus grande que la Terre et légèrement plus lourde. Elle se trouve dans la zone habitable de son étoile hôte. Cela signifie que de l'eau à l'état liquide pourrait se trouver sur cette planète et que la vie pourrait s'y développer. Mais cette étoile produit occasionnellement des éruptions. Récemment, sa luminosité a été multipliée par près de 1000. Elle a émis tellement de radiation que toute forme de vie aurait cessé d'y exister. Nous voilà maintenant à plus de 8 années-lumière de la Terre. L'étoile la plus brillante de notre ciel nocturne est Sirius. Elle est si brillante qu'on peut même la voir pendant la journée. Mais en réalité, il y a 2 étoiles, Sirius A et B, qui orbitent autour d'un centre de gravité commun. Ces étoiles se déplacent vers notre système solaire à près de 8 km par seconde, soit la vitesse maximale d'une supercar haut de gamme. Stop! Nous sommes arrivés près d'une planète potentiellement habitable, à 39 années-lumière de la Terre. C'est Trappist 1d. Son étoile haute est une naine blanche. C'est une étoile froide, 10 fois plus petite et plus légère que le Soleil. Il y a 7 planètes autour d'elle, mais Trappist 1d est la plus similaire à la Terre. Elle est seulement 30% plus petite et 3 fois plus légère. Mais sa surface est rocheuse et la température y est de 9 degrés Celsius. On s'y sent bien avec une petite laine. Il pourrait même y avoir une atmosphère, des montagnes et des océans, ce qui veut dire que cette planète pourrait accueillir une colonie humaine. Mais il faudrait 677 000 ans pour y arriver avec des navettes traditionnelles. Et voici notre objectif principal, Bételgeuse. Il faudrait près de 8,7 millions d'années pour y arriver avec une navette spatiale actuelle. Cette étoile est si grande qu'à côté, notre vaisseau ressemble à un grain de sable. Remontons le temps pour voir ce qui est arrivé à cette étoile. Il y a d'abord eu une magnifique nébuleuse. C'est un nuage de poussière et de débris spatiaux qui s'est progressivement comprimé sous son propre poids. Une réaction nucléaire s'est alors formée en son cœur et boum, une étoile est née. Au début, Bételgeuse était chaude et très massive, mais elle ne s'est pas étendue et est restée stable. Observons son cœur. Les réactions nucléaires dans le cœur de l'étoile créent beaucoup de chaleur et d'énergie. Cela produit une force, poussant les parois de l'étoile vers l'extérieur, ce qui provoque son expansion. Mais en même temps, l'étoile est très lourde, donc sa gravité exerce une pression sur elle depuis l'extérieur. Lorsque ces 2 forces sont équilibrées, l'étoile reste stable. Mais avec le temps, toute étoile perd son combustible, l'hélium et l'hydrogène. Des éléments plus lourds du noyau se joignent alors à la réaction nucléaire. En brûlant, ils libèrent plus d'énergie que la gravité ne peut en contenir. L'étoile commence alors à s'étendre. C'est ce qui arrive à Bételgeuse. Elle est déjà si grande que si on la plaçait au centre de notre système solaire, son bord toucherait la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Bételgeuse va continuer à s'étendre jusqu'à épuiser complètement son carburant. Puis, la gravité l'emportera, sa taille diminuera, puis elle fera un énorme boom. Son explosion, ou supernova, sera si aveuglante que Bételgeuse brillera plus que notre Lune. Heureusement, la Terre est trop éloignée pour que cette explosion puisse ennuyer l'homme. Le fort courant de matière qui sera éjecté lors de l'explosion n'atteindra le système solaire que 6 millions d'années plus tard. Puis, le vent solaire arrêtera ce flux, donc nous ne risquons rien. Bételgeuse est susceptible d'exploser à tout moment au cours des 10 000 prochaines années, bien que des scientifiques pensent que cela n'arrivera pas avant 100 000 ans. Revenons juste avant l'explosion de Bételgeuse. Il peut y avoir un autre scénario plus intéressant. La gravité pourrait comprimer son noyau massif avec une telle force qu'un trou noir se formerait à sa place. Les trous noirs sont ce qu'il y a de plus lourd dans l'univers. Ils ont une force gravitationnelle incroyable dont même la lumière ne peut échapper. Le trou noir de Bételgeuse commencerait à aspirer la poussière cosmique et les restes de l'étoile. Tous ces débris, ainsi que la lumière des autres étoiles, se retrouveraient prisonniers jusqu'à la ligne d'horizon de ce trou noir en expansion.
Pour la première fois de l'histoire, nous pourrions assister à la naissance d'un trou noir. Mais en réalité, Bételgeuse est trop légère pour devenir un trou noir, et il est plus probable qu'après son explosion, elle se transforme en une naine blanche qui s'estompera progressivement jusqu'à devenir invisible.